Pourquoi? T'as pas l'impression d'oublier quelque chose? Non? Vraiment pas? T'es pas en vacances, hein? Ben non, t'es pas en vacances. Service public, ça te parle? Faut vraiment que je m'y mette. Oui, il faut que tu t'y mettes. Et plus vite que ça. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai ressorti mes robes à fleurs, mes talons et mes classeurs parce qu'aujourd'hui on va parler du Bélay. T'as déjà parlé de du Bélay à tes élèves, ma grande. Et oui, je sais, pour la plupart d'entre vous, la séance 9 est quasiment terminée. Mais comme je n'en suis pas au même point avec tout le monde, j'ai préféré refaire cette séance en vidéo afin que tous vous en soyez au même point. Donc, vous avez tous dans votre classeur la présentation de la séance numéro 9, Dépasser les antiques. Dans cette séance, nous travaillons sur le poème Heureux qui comme Ulysse, issu du recueil Les Regrets de Joachim du Bellay. C'est une séance d'analyse de texte et notre objectif, c'est de découvrir le véritable but de la Pléiade. Normalement, la fiche auteur a été réalisée par tous, mais pour les absents et pour les deux du fond qui ne suivent pas, oui, je vous vois. Pour tout ce petit monde, j'ai décidé de refaire un point sur la biographie de notre bon Jojo. Arrête de donner des surnoms aux auteurs. Joachim du Bellay est né en Anjou en 1522 dans la commune de Lirey. Il est élevé par son frère aîné. Après des études de droit qui l'intéressent assez peu, il se rend au collège du Coqueret où il retrouve et il rencontre un certain nombre d'amis. Parmi eux, Pierre de Ronsard qui deviendra tout aussi célèbre que lui. Et dont vous avez déjà entendu parler. Avec ses amis et sous l'influence de ses professeurs, il forme un groupe de poètes appelé la Pléiade. Il écrit alors la première de ses œuvres poétiques, l'Olive, mais aussi une œuvre essentielle, défense et illustration de la langue française. Cependant, il doit quitter ses amis et partir pour l'Italie, afin d'aider son oncle, le cardinal du Bellay, diplomate à Rome. Là-bas, il y écrit les regrets puis les antiquités de Rome. De santé fragile, il doit revenir en France et mourra le 1er janvier 1560. Il n'avait pas encore 38 ans. Le texte qui nous intéresse pour cette séance est issu d'un des recueils écrits à Rome, à savoir les Regrets. Donc les loulous, saisissez tous votre texte numéro 9 et c'est parti pour la lecture. Les filles, au fond, baissez la main, c'est moi qui lis. Texte numéro 9. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, ou comme celui-là qui conquit la toison, et puis est retourné plein d'usage et raison, vivre entre ses parents le reste de son âge. Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village fumer la cheminée? Et en quelle saison reverrai-je le clos de ma pauvre maison, qui m'est une province et beaucoup d'avantages? Plus me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux, que des palais romains le front audacieux. Plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine. Plus mon Loire gaulois que le Tibre latin. Plus mon petit Lirey que le mont Palatin. Et plus que l'air marin, la douceur angevine. Joachim du Bellay, Les Regrets, 1558. Ce texte, nous l'avons déjà bien abordé en classe. Ainsi, je vais récapituler tout ce qui a été dit durant les cours, mais je vais également y ajouter quelques petites notions afin de clore cette séance, mais aussi cette séquence. Eh ben, il était temps. D'abord, la forme. Comme vous avez pu le constater, ce poème est un sonnet. Il est composé de 2 quatrains et de 2 tercets. Il est également écrit en alexandrin, c'est-à-dire en vers de 12 syllabes. Et on peut constater qu'il respecte le schéma de rime d'un poème classique de la Pléiade, à savoir rime embrassée, puis rime suivie, puis à nouveau rime embrassée. Vient ensuite le fond. Dans la première strophe, le poète nous évoque l'histoire d'Ulysse et de Jason, brave et intrépide héros grec ayant vécu moult aventures et fait de longs voyages avant de revenir vivre entre ses parents le reste de son âge. Mais quel intérêt pour le poète de parler des parents d'Ulysse et de Jason? Alors certes, le père d'Ulysse est encore vivant, Laërte, mais on imagine mal Ulysse, grand guerrier de minimum 40 ans, revenir à Ithaque se faire dorloter par sa maman.
tu as déjà fait cette blague devant tes 3 classes, ma grande. Si Du Bellay évoque les parents de nos héros, c'est parce qu'Ulysse et Jason ne sont pas simplement revenus à leur point de départ. Ils sont retournés sur leur terre natale, la terre de leurs ancêtres. Il y fera une autre allusion dans la strophe suivante. La strophe suivante, parlons-en. Dans cette strophe, l'auteur ne dit plus « il » comme dans la première en parlant d'Ulysse et de Jason, mais il dit « je ». Il nous pose, à nous lecteurs, une question pleine d'émotions, une question qui le taraude. Quand reviendrai-je chez moi? Et quel intérêt de parler d'Ulysse et de Jason à la strophe précédente alors? Déjà, il ne faut pas oublier que Du Bellay est un auteur de la Pléiade, et plus largement du XVIe siècle. À l'époque, on redécouvre les textes antiques, et la référence à cette période de l'Antiquité est donc un passage obligé pour tout auteur qui se respecte. Mais concernant cette référence-ci, c'est que Jason et Ulysse ont pu rentrer chez eux. Ils ont pu, après un long périple, retrouver leur famille, leur peuple, leur terre natale. D'ailleurs, l'adjectif heureux qui est utilisé au début n'est pas simplement synonyme de content, il est aussi synonyme de chanceux. Ainsi, heure sans e à la fin veut dire aussi chance. Ah, donc l'auteur compare sa situation à celle d'Ulysse et Jason. Tout à fait. Joachim du Bellay se languit de sa terre natale et il espère bien pouvoir connaître le destin de nos 2 héros, Ulysse et Jason, qui après un long voyage ont pu rentrer chez eux. Pas tout à fait. Dans ces 2 dernières strophes, Joachim du Bellay nous fait toute une série de parallélismes pour nous expliquer... Quoi? Dis, tu voudrais pas réexpliquer le parallélisme à tes élèves par hasard? Pourquoi faire? Ils l'ont déjà dans leur fiche outil sur les figures de style. Un parallélisme, c'est une figure de style qui consiste à construire toujours ces phrases de la même manière, un peu comme des droites parallèles. Par exemple, dans ce vers de Racine, « Présente je vous fuis, absente je vous trouve », on retrouve un parallélisme. Les propositions sont construites de la même manière. Adjectif mis en valeur, puis sujet, COD et verbe. Qui plus est, le sujet et le COD sont les mêmes dans les 2 propositions. Dans les 2 versets du sonnet de Du Bellay, on retrouve donc plusieurs parallélismes. Certes, imparfaits, mais l'effet reste le même. Il compare le séjour qu'ont bâti ses aïeux, c'est-à-dire sa terre natale, au palais romain. Il compare le marbre et l'ardoise, puis le fleuve du Tibre et la rivière du Loir, la commune de Liré et le mont Palatin, et enfin l'air marin et la douceur angevine, c'est-à-dire la douceur de la région de l'Anjou. Vous l'avez tous compris, il compare à chaque fois un élément qui vient de Rome, où il se trouve quand il écrit ce poème, et un élément de l'Anjou, sa terre natale. C'est l'occasion pour lui de dire qu'il préfère sa pauvre et humble terre natale au faste et au luxe des grands palais de Rome. Oui, bon, on a compris, je préférerais être chez moi, c'est le message. C'est vrai que c'est tentant de s'arrêter là, mais quand on connaît la littérature de notre bon Jojo... Je t'ai dit d'arrêter de donner des surnoms. Quand on sait ce qu'il a écrit, on ne peut pas s'empêcher d'y voir un autre sens. En 1549, alors qu'il est encore en France entouré de ses amis de la Pléiade, Joachim du Bellay écrit un texte essentiel qui va grandement marquer la littérature française. Cette œuvre, c'est Défense et illustration de la langue française, un essai où il développe longuement ses pensées et considérations sur la langue française par rapport au latin et au grec. C'est le moment pour vous de vous saisir de votre texte complémentaire, parce que c'est l'heure du dernier texte de la séquence. Il était temps! Tu l'as déjà dit. Texte complémentaire. En 1549, Joachim du Bellay écrit Défense et illustration de la langue française, où il affirme que le français peut être une belle langue et rivaliser avec les langues latines ou grecques. Chapitre 12. Exhortation aux Français d'écrire en leur langue avec les louanges de la France. Sommes-nous donc moindres que les Grecs ou Romains, qui faisons si peu de cas de notre langue? Je nous parlerai de tant de métiers, arts et sciences qui florissent entre nous, comme la musique, peinture, statuaire, architecture et autres, non guère moins que jadis entre les Grecs et les Romains. Quant à la piété, religion, intégrité de mœurs, magnanimité de courage et toutes ces vertus rares et antiques, qui est la vraie et solide louange, la France a toujours obtenu, sans controverse, le premier lieu. Pourquoi donc sommes-nous de si grands admirateurs d'autrui? Pourquoi sommes-nous tant iniques à nous-mêmes?
Pourquoi mendions-nous les langues étrangères comme si nous avions honte d'user de la nôtre? Caton l'aîné s'excusa de ce que lui, homme romain, avait écrit une histoire en grec. Horace dit que Romulus, en songe, l'admonesta lorsqu'il faisait des vers grecs de ne porter du bois en la forêt. Ce que font ordinairement ceux qui écrivent en grec et en latin. Quand Cicéron et Virgile se mirent à écrire en latin, l'éloquence et la poésie étaient encore en enfance chez les Romains, et au plus haut de leur excellence entre les Grecs. Si donc ceux que j'ai nommés, dédaignant leur langue, eussent écrit en grec, est-il croyable qu'ils eussent égalé Homère et Démosthène? Il me semble, lecteur ami des muses françaises, que tu ne dois avoir honte d'écrire en ta langue. Mais encore dois-tu, si tu es ami de la France, voire de toi-même, de t'y donner tout entier. Joachim du Bellay, Défense et illustration de la langue française, 1549. Il est tout de même complexe, non, ton texte? Oui, il l'est, mais c'est justement le message que veut faire passer Du Bellay. Du Bellay, ce qu'il souhaite, c'est qu'on reconnaisse le français comme une langue qui a la même noblesse que le latin et le grec, comme une langue qui a la même richesse de style et de subtilité. Ah, d'où la complexité. Tout à fait. Et pour appuyer son avis, il nous donne deux arguments. Remarquez d'ailleurs que l'auteur utilise la construction de l'argumentation qui a été vue en cours. Le premier argument, c'est que dans les autres arts comme la peinture, la sculpture ou l'architecture, le style français est reconnu et acclamé. Pourquoi ne serait-ce pas le cas pour la littérature ? Il est vrai qu'à cette époque, la France du roi François Ier, grand mécène et frère de la poétesse Marguerite de Navarre, est une terre d'art et de culture. Mais il donne un deuxième argument. En s'affirmant grâce à leur langue, les Français suivent la voie des auteurs latins. En effet, à leur époque, Horace, Virgile et Cicéron connaissaient et écrivaient parfaitement le grec, la langue noble de l'époque, tandis que le latin était la langue vulgaire, la langue grossière. Malgré tout, ces trois auteurs ont écrit en latin, lui donnant alors la même noblesse que le grec. Le message que Du Bellay fait passer, ce n'est pas qu'une langue est noble ou vulgaire en soi, non. C'est qu'une langue a la beauté que ses écrivains lui donnent. C'est beau. Et officiellement, c'est nouveau. Certes, les auteurs du Moyen-Âge comme Chrétien III écrivent en français, mais la langue noble, la langue à connaître, c'est le latin. Avec Défense et illustration de la langue française, Joachim du Bellay officialise une idée, le français a le droit à une belle littérature. C'est d'ailleurs à mettre en lien avec un autre texte, plus politique et administratif, signé 10 ans plus tôt, l'ordonnance de Villers-Cotterêts. En août 1539, le roi François Ier édicte l'ordonnance guillemine sur la commune de Villers-Cotterêts. Cette ordonnance, toujours en vigueur, est le plus vieux texte français à être toujours appliqué. Ses articles 110 et 111 concernent l'usage de la langue française et déclarent que tous les édits royaux seront désormais publiés en français. Alors certes, l'ordonnance mettra du temps à s'appliquer, et à l'époque, le français n'est pas vraiment une langue unifiée, mais plutôt un ensemble de dialectes. Oui, en gros, chacun a sa petite langue locale. Mais il faut voir derrière la même volonté que celle de Du Bellay. François Ier et Joachim du Bellay veulent tous les deux unifier les Français derrière une langue. En résumé, dans son sonnet, Joachim du Bellay se compare à Ulysse et Jason pour exprimer son mal du pays. Sa terre natale lui manque. Il dit d'ailleurs toute sa préférence pour sa pauvre maison face au prestigieux palais romain. Cependant, le texte possède un sous-texte. Derrière l'homme qui s'ennuie de son pays, c'est le poète qui s'agace qu'on le ramène toujours aux antiques. Certes, ils ont fait de belles choses, mais les Français peuvent en faire d'encore plus belles. Il est temps pour les poètes de se retrousser les manches et de donner à la France la littérature qu'elle mérite. Voilà l'objectif de la Pléiade, ne pas simplement imiter les antiques, mais les surpasser, faire mieux qu'eux. C'est l'heure du test, les enfants. Voici 5 questions qui vous permettront de réviser le contenu de toute cette vidéo et de voir si vous avez bien compris cette séance. N'hésitez pas à mettre pause à la fin de chaque question, comme ça vous avez le temps de répondre. Le corrigé de toutes ces questions se trouve en description. Question numéro 1. À quel courant littéraire l'auteur appartient-il? Question numéro 2. Quelle est la forme poétique de ce poème étudié pendant la séance? Question numéro 3. Pourquoi l'auteur parle-t-il d'Ulysse et de Jason dans la première strophe de son poème?
Question numéro 4. Quelle émotion l'auteur décrit-il dans ce poème? Question numéro 5. Quel message l'auteur fait-il passer dans Défense et illustration de la langue française en lien avec ce poème? Si vous souhaitez être informé à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo pour pouvoir avoir les cours le plus vite possible, vous pouvez vous abonner à cette chaîne et activer la cloche. Si tu as des questions sur cette séance, tu peux me contacter via l'ENT. Je te mets sur l'ENT également dans la partie cours le bilan de cette séance que tu peux compléter toi-même à partir de toutes les informations que tu y trouveras. Je te conseille de regarder 3 fois cette vidéo. La première fois pour la découvrir, la deuxième fois pour bien la comprendre, la troisième fois pour la retenir. Après ces bonnes paroles, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis au travail!